Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos. Dans l'imaginaire collectif, l'objet d'une association est nécessairement tourné vers une cause ou un but social. Favoriser la pratique du sport, développer un secteur culturel ou militer pour un projet de société. Mais pourquoi l'association ne pourrait-elle pas être un mode, voire une modalité d'entrepreneuriat ? Pourquoi, lorsque l'on se lance dans une création d'entreprise, ne pourrait-on pas créer une association en lieu et place d'une entreprise individuelle, d'une SARL, d'une SAS ou d'une autre forme juridique d'entreprise ? C'est ce que tentent de faire certaines associations, souvent à mi-chemin entre démarche entrepreneuriale et militantisme social. Dès lors, quels sont les objectifs de ces structures ? Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 16e, déjà 16, épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assos, en partenariat avec la Maïf et la métropole de Lyon. Pour aborder cette thématique, nous recevons aujourd'hui Maïtané, membre et cofondatrice de l'Échappée Belle, une association créée par d'anciens freelances pour être salariés tout en gardant leur indépendance, qui est quand même un sacré projet. Bonjour Maïtané. Bonjour. Nous sommes également accompagnés par Mathieu, qui nous rejoindra en cours d'épisode, de la coopérative d'expertise comptable et de conseil Finacop, et qu'on a souvent eu à ce micro. Et donc Finacop, pour ceux et celles qui n'auraient pas forcément en tête, est dédié à l'ESS et en particulier aux associations. Donc ce sera l'occasion de revenir sur le statut de la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'être accompagné par Karl. Salut Yael. Salut Karl. Et cet épisode de Questions d'assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'assaut sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, Google Podcast, mais également Spotify, Deezer, SoundCloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web question-asso.com où vous retrouverez une version textuelle, et maintenant on est à jour à peu près de ce podcast. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut. Installez-vous confortablement et c'est parti! Et nous retrouvons Karl pour l'édito. Merci beaucoup Yael. Alors personnellement, je suis très content de recevoir Maïtané aujourd'hui pour parler de l'Échappée Belle. Parce que parmi tous les épisodes que l'on produit pour Questions d'assaut, vous aurez probablement noté qu'on a 3 grands types d'épisodes. En premier lieu, on a des épisodes assez techniques, administratifs même, où on parle de financement, de comptabilité, de fiscalité. Bref, des trucs que pas tout le monde ne trouve très fun, et surtout pas d'ailleurs notre réalisateur Guillaume. Et donc voilà. Alors après, on a des épisodes sur le fait associatif, ce qui le compose, sur ses logiques sociales, sur ce qui produit sur la société. Et là, ce sont notamment dans ces épisodes qu'on invite des chercheurs, des membres de la société civile qui pensent et qui théorisent le fait associatif. Et puis de temps en temps, on a des épisodes d'un autre genre, des épisodes que j'ai envie d'appeler des épisodes signaux faibles, même si parfois c'est pas si faible que ça, où on reçoit des gens qui testent, qui tentent des trucs bizarres dans le monde associatif, qui sortent du cadre prévu initialement par la loi de 1901. Et clairement, avec Maïtané, on y est. Donc Maïtané, tu es designer, tu étais jusqu'à il y a peu freelance, comme beaucoup de designers, un statut pas forcément d'ailleurs toujours évident parce que considéré par exemple par les banques ou autres comme précaire. Et donc après, avec 3 autres freelance, vous avez décidé de vous associer, mais au lieu de monter une société privée comme tout le monde, d'une certaine manière, ou même une SCOP ou une SKIC, vous avez créé une association dans laquelle vous vous êtes salarié. Alors, peut-être vous qui nous écoutez, vous vous dites « Ok, pourquoi pas, mais pourquoi en faire un épisode ?» Eh bien, parce que ces derniers mois, j'ai rencontré d'autres associations de ce type, c'est-à-dire des associations qui mènent partiellement ou totalement une activité professionnelle d'entreprise classique. Et ça, c'est intriguant. C'est intriguant parce que ces collectifs ont réfléchi aux alternatives classiques à la société privée capitalistique que sont justement les SCOP, les SKIC et autres. Et ils ont volontairement choisi de se tourner vers le statut associatif. Et donc la question qui m'intéresse, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est parce que ces collectifs croient aux valeurs associatives plus qu'à d'autres ? Est-ce que c'est parce que le modèle associatif est hyper souple et que finalement on peut faire ce qu'on veut avec ? Qu'est-ce qu'ils reprochent aux autres modèles ? Et puis,
Aussi, on en revient un peu à nos épisodes classiques. Est-ce que c'est bien réglementaire tout ça, hein? Et c'est pour ça qu'on a demandé à Mathieu, justement, de Finacop, de venir nous accompagner pour discuter de comment est-ce qu'on peut être raccord avec la réglementation sur les associations tout en menant ce type d'expérimentation. Bref, autant de bonnes raisons de recevoir Maïtane, représentante de l'Échappée Belle. Salut Maïtane. Salut. Merci d'être avec nous donc aujourd'hui pour nous partager le mode de fonctionnement du coup de votre asso entreprise. Tu vas nous éclairer un peu plus précisément. On te propose de commencer par un exercice qu'on fait à toutes les assos qui passent à notre micro, c'est-à-dire c'est la carte d'identité de l'Échappée Belle pour que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent arrivent à mieux vous situer dans le grand paysage des associations. Donc on a 3 questions. Est-ce que tu es prête ? C'est parti. Allez, première question. Est-ce que tu peux nous décrire l'activité de l'Échappée Belle ? Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, l'Échappée Belle, ça nous sert principalement à facturer nos prestations. Alors du coup, dans les statuts, on a dû préciser qu'est-ce qu'on avait le droit de facturer comme prestation, et donc on a choisi de faire de lister des choses hyper larges. Donc on est beaucoup issus de l'informatique, donc on parle de prestations informatiques, mais on a aussi dit des choses en rapport avec la communication non violente, l'élevage, l'éducation animale. On aurait pu vendre du thé aussi. Donc voilà, on a choisi de faire une liste la plus large possible d'activités commerciales qu'on pouvait avoir. En plus de ça, moi par exemple, j'ai organisé une conférence grâce à l'Échappée Belle. Dans un autre contexte, j'ai imprimé des flyers et organisé des événements pour vis-à-vis d'un plan écologique monté par ma communauté d'agglo. Donc voilà, on fait surtout du commercial, mais pas que. Mais Alors, pardon, là j'ai quand même une question qui me vient. Du coup, c'est quoi votre objet social ? Alors, l'objet social, je te remercie de me l'avoir demandé parce que je l'ai préparé. C'est soutenir et promouvoir des activités et des personnes qui travaillent autour de valeurs de consentement, de bien commun et de prendre soin des personnes et de l'environnement. Donc, en gros, on a choisi un truc hyper large pour pas être emmerdé, pour pouvoir faire ce qu'on veut. Ok. Mais donc vous vendez vraiment du thé ou c'est une possibilité parmi d'autres ? C'est une possibilité parmi d'autres parce qu'il y a quelqu'un qui voulait rejoindre l'asso à un moment qui avait envie de faire cette activité-là et la personne finalement a fait d'autres trucs. Et c'est de la même chose pour l'éducation canine. À un moment, il y a une personne qui avait envie de faire de l'éducation canine qui avait voulu nous rejoindre et donc c'était juste avant qu'on dépose les statuts, donc on avait un peu anticipé en précisant des choses un peu hors du commun, quoi. Et bah ça alors, bon bah du coup je sens qu'on va avoir plein de questions pour voir comment c'est possible et surtout, enfin voilà, moi je m'interroge comment ça tient. Mais du coup, deuxième question, n'anticipons pas. Comment est-ce que vous êtes financé ? Et peut-être tu nous as pas forcément dit quand est-ce que ça a été créé. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu peut-être comment se structure votre budget ou comment il est en train de se structurer si c'est une nouvelle asso, hein. Oui, alors on a déposé les statuts en juillet 2020 et on s'est salarié à partir de décembre 2020. Donc voilà, et la façon dont on se rémunère en fait, c'est des prestations facturées, tout simplement. Donc comme si on était des freelances, on fait des prestations et on envoie des factures à la fin pour avoir de l'argent qui rentre dans l'asso. Ok. Donc vous n'avez pas du tout essayé de regarder un peu du côté des subventions ou du mécénat ou même de dons, c'est pas du tout des choses que vous explorez. Alors pas du tout du côté des subventions et du mécénat parce que je trouve que ça serait gonflé parce qu'en fait on est une entreprise donc il n'y a pas de raison. Pour les dons, il y a des structures amies ou des particuliers qui ont fait des dons pour les activités non commerciales. Donc par exemple la conférence que j'ai organisée, elle était gratuite. J'ai proposé aux gens de participer à prix libre et il y a des gens qui ont fait des dons à l'Échappée Belle pour ça. D'accord. Ok. Et du coup peut-être dernière question, comment est-ce que vous êtes organisé ? Du coup, qui compose le collectif ? Donc là, si on comprend bien ce que tu nous as expliqué, vous êtes que des salariés. Est-ce que tu peux nous dire un peu combien vous êtes et oui, et comment juste ça structure, comment vous prenez les décisions ? Alors, on est actuellement 3 salariés et 6 membres, donc je vais vous expliquer un peu la différence. En fait, pour avoir les pouvoirs au sein de l'association, il suffit d'être membre. Mais la seule différence entre les membres et les salariés, c'est que sont salariés ceux qui ont un salaire. Voilà. Et pourquoi tous les membres ne sont pas salariés ? Parce que pour l'instant, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on fait rentrer l'argent qui nous permet d'être salariés. Et donc moi, je facture assez pour pouvoir me payer mon salaire. Mais il y en a d'autres qui viennent juste de rentrer dans l'association et donc qui n'ont pas encore assez de prestations pour pouvoir se payer leur salaire.
Ok, et du coup, si je comprends bien, c'est-à-dire que est membre une personne qui souhaite à terme pouvoir être salarié ou qui Oui, prétend, on va dire, à devenir salarié, mais qui, en attendant d'avoir un chiffre d'affaires, enfin d'être apporteur d'un chiffre d'affaires qui est suffisant pour ce salarié, du coup, elle est membre et elle a un autre statut à côté, et après, elle fait la bascule, c'est ça? bah c'est juste que tu es membre mais que t'es pas salarié de l'association. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. Enfin pour nous, l'intérêt de l'échappée belle, c'est de se salarier à la fin. Donc du coup, les personnes qui sont membres mais pas salariées, c'est qu'elles sont en transition avant de pouvoir être salariées. Ok. Et peut-être, du coup, question, pardon, subsidiaire, je sais pas si ça arrive trop tôt, mais vous avez regardé un peu les systèmes de CAE, hein? Alors, CAE, je Oui, me tout à souviens fait. plus de l'acronyme. C'est une Voilà. coopérative, c'est une coopérative d'activité et Parce que ça me d'emploi. semble assez similaire à ce que tu dis, mais peut-être pas du tout, en fait. Si, on a un fonctionnement très très proche. Juste, on n'est pas, on est structuré. C'est plus facile pour nous d'être structuré en asso parce qu'on fait rentrer juste les personnes qu'on connaît et on s'organise en interne comme une SAE. Effectivement, on a à peu près nos comptabilités séparées ou des choses comme ça. Juste la structure est plus souple. Ok, d'accord. Et Et du coup, comment est-ce que vous prenez les décisions en interne? C'est-à-dire que les 6 membres de l'association ont les mêmes droits au sein de l'association, ou vous êtes organisé de manière classique, de manière associative, avec un bureau, ou pas du tout? Comment est-ce que ça fonctionne de ce point de vue-là? Alors, on est en gouvernance collégiale, puisqu'il n'y a pas obligation d'avoir un bureau dans les associations avec ce qui nous est d'ailleurs souvent opposé. Mais en tout cas, c'est sûr, nous, on est en gouvernance collégiale par de la qui, tu veux préfecture. dire? Par des... Bah déjà, quand on en parle autour de nous, les gens, et qu'on dit tout le monde a les mêmes pouvoirs, tout le monde est en horizontalité, on nous dit, bah non, il y a forcément un président, c'est pas la même chose. Donc on dit, si, on est en gouvernance Basique. collégiale. Et ensuite, souvent, les structures, la banque notamment, elle nous a demandé au début un nom. Ou la mutuelle, par exemple, pour le formulaire d'inscription, bah, il faut un nom. Et donc, bah, on met aléatoirement le nom de l'un d'entre nous. Et donc, par exemple, c'est moi qui suis Tiré au dé, responsable hein. de la mutuelle. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça. Et donc, la façon dont on s'organise, bah, on règle tout à la discussion. Il faut que je vous dise aussi que à l'échappée belle, on fait rentrer les gens par cooptation. Donc en fait, c'est pas n'importe qui lève la main et qui dit qu'on veut rentrer. C'est des personnes avec qui on est suffisamment en confiance pour se dire que ça va bien se passer. Euh, et donc, bah, on discute pour toutes les décisions et tout le monde a tous les droits. C'est-à-dire que moi, demain, si je veux, ben, je peux vider le compte en banque de l'échappée belle, j'ai le droit. Parce que j'ai tous les droits sur le compte en banque comme les 5 autres membres de l'asso. Ouais, donc il y a vraiment une notion de confiance qui est extrêmement importante au sein de l'association. Oui, tout à fait. Et on a documenté les risques qu'on prenait, qu'on fait lire aux personnes qui nous rejoignent, en disant, bah voilà, si vous nous rejoignez, sachez que, eh ben, vous pouvez facturer, j'en sais rien, moi, 40 000 euros, et que demain, il y a quelqu'un qui peut partir avec la caisse, c'est techniquement possible. Comment est-ce que vous définissez, tu vois, les salaires et même en fait les types de décisions, en gros sur quoi vous discutez? Parce que si, de ce que j'ai compris, en fait, chaque personne peut amener ses affaires et qu'elle est rémunérée en fonction de son apport d'affaires, du coup, sur quoi en fait portent les décisions? Enfin, tu vois, c'est quoi les enjeux du coup collectifs que vous avez Bon, du coup, je pose ma question maintenant. Alors, par rapport au niveau de salaire, par exemple, chacun choisit. Voilà, donc la règle étant, si jamais tu ramènes assez d'argent pour te payer ton salaire, il n'y a pas de discussion. Et si c'est pas le cas, on discute. Donc si t'es pas tout à fait à l'équilibre, peut-être que les autres sont ok de gérer les choses. Par contre, si tu choisis un salaire à 3 000 euros et que tu fais rentrer que de quoi se payer un tiers du salaire, bah on va discuter de bah du coup qu'est-ce que ça provoque et comment est-ce qu'on gère la situation. Pour préciser, j'ai les chiffres de 2021, on était 3 salariés, on était 2 à 1 500 euros net et une personne à 2 600 euros net après impôt. Donc on a des niveaux de salaire qui sont assez différents. Et ensuite, bah, c'est quoi les sujets? Ça peut être... on a quand même ce qu'on appelle un pot commun pour gérer les dépenses courantes, tout ce qui est comptabilité, assurance, euh, outils en commun. Comment est-ce qu'on s'assure que ce pot-là, il est toujours suffisamment plein pour pas mettre en danger la structure? On a eu des problèmes au début avec la banque, les comptables, la banque qui
nous a créé une ligne qui n'existait pas, comme si le comptable nous avait versé de l'argent alors que c'est nous qui avions versé de l'argent au comptable. Et ben du coup, on a dû changer de banque, c'est ça, régler le sujet. Quand moi je dis j'organiserai bien une conférence, mais j'ai envie que ce soit gratuit et donc peut-être que les gens vont rien donner et que ça va coûter 500 ou 1000 euros à l'association. Est-ce que c'est ok? Et ben les copains ils disent c'est ok ou c'est pas ok. Voilà, c'est ce genre de discussion qu'on peut avoir. Et ouais, peut-être pour reprendre les choses un peu dans l'ordre, la question finalement avec laquelle on voulait commencer, au-delà de savoir techniquement comment vous fonctionnez, c'est en fait c'est quoi le projet derrière l'Échappée Belle? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette structure? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé vers une forme d'entreprise classique telle qu'on le disait donc en introduction, puisque finalement là de tout ce qu'on discute depuis 5 minutes, en réalité ce que vous avez comme type d'activité, c'est un type d'activité d'agence somme toute assez classique. Oui, tout à fait. Oui. On est une association à activité commerciale et à but non lucratif. Donc, c'est-à-dire que effectivement, on fait rentrer de l'argent dans l'association, mais par contre, on ne peut pas se verser des dividendes comme dans une entreprise qui serait classique. Et l'enjeu, il est notamment là, enfin en tout cas là, pour la raison pour laquelle on a choisi le modèle associatif. Sinon, le but de l'Échappée Belle, il y en a un qui était annoncé, qui est vérifier que le droit du travail et le salariat notamment étaient compatibles avec le consentement, c'est-à-dire que dans le salariat, il y a une obligation de subordination. Et donc nous, on voulait savoir ce qu'on trouve pas hyper compatible avec le consentement, la subordination. Et donc on voulait voir s'il y avait moyen d'être salarié, donc de contribuer au modèle social qu'on trouve vraiment chouette. Et donc de cotiser et tout en étant consentant. Donc on voulait tirer cette question jusqu'au bout, enfin jusqu'au plus loin on pouvait aller. Et il y en a une autre qu'on n'a jamais dit comme ça, mais que je pense finalement qui est assez claire, c'est qu'on voulait se faire chier le moins possible. Et donc, ça va répondre à pas mal de vos questions que vous aurez sans doute après sur pourquoi ce modèle-là, pourquoi pas un autre. Parce qu'en fait, monter une asso, c'est vraiment très facile. Et donc, monter l'asso, on a écrit les statuts les plus petits possibles. On a fait vraiment un ensemble de choix pour que ça nous coûte pas beaucoup en termes d'énergie de justement tenter on pourrait dire cette aventure, en tout cas pour tester des choses. Mais donc ça veut dire que vous assumez aussi assez directement, et tu le disais d'ailleurs, une forme de risque, celui à la fois que quelqu'un parte avec la caisse d'une certaine manière, mais aussi celui que un jour une entité gouvernementale, réglementaire vienne vous dire « Ah oui, non mais votre statut il n'est pas du tout raccord avec telle ou telle norme réglementaire et en fait ça va pas du tout, il faudrait que vous soyez une entreprise classique ». D'une certaine manière, l'économie de temps que vous avez mis dans la création de la structure, est-ce que tu ne penses pas que vous allez le payer à un autre moment de la vie de l'Échappée Belle? A priori, légalement, on est raccord, c'est-à-dire qu'une association a le droit d'avoir des salariés, d'avoir des activités commerciales, c'est pas problématique, tant qu'elle respecte son objet. Et nous, les activités qu'on a, elles respectent notre objet qui a été choisi en fonction, c'est-à-dire pour être le plus large possible. Et l'autre partie de ta question qui était... Est-ce que vous n'avez pas peur que quelqu'un, effectivement... en fait, vous assumez une certaine forme de prise de risque dans la logique de la structure. Oui, tout à fait. Mais en fait, moi, la façon dont je le verrais plutôt, c'est que on clarifie la prise de risque, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes dans l'Échappée Belle, pas moi, mais d'autres avant, qui ont eu des très grosses déconvenues avec les modèles d'entreprise habituels, où ils étaient censés être protégés et où le patron a pu se barrer avec la caisse alors qu'ils avaient une vue sur l'argent, mais ils n'ont pas été payés, où il y a eu des malversations. Et donc finalement, en fait, l'impression que plusieurs personnes ont, c'est que c'est pas parce que les lois et les règles disent qu'elles vont t'empêcher que ça l'empêche vraiment. Et donc nous, on est assez apaisés avec le fait que c'est une possibilité et on se protège d'une autre façon. En fait, on se protège par la discussion et la confiance qu'on a les uns envers les autres. Et puis, si jamais quelqu'un un jour part avec la caisse, ça serait vraiment très étonnant, mais on préfère vivre avec le risque que de mettre des alarmes partout dans la maison, quoi. Et peut-être, c'est le seul risque que vous identifiez ou il y en a d'autres ? Alors on en a listé
on en a listé plusieurs. De tête, ce qu'il y avait aussi, c'était si quelqu'un dans l'échappée belle avait une activité illégale, par exemple. Voilà. Et ce qui est pas mal, vous pourrez, si ça vous dit, aller sur le site de l'échappée belle et on a mis en lien justement cette documentation et on a listé les façons de réparer. En fait, les façons d'anticiper pour éviter le problème. Donc, par exemple, si j'ai une nouvelle activité, je peux en parler aux autres pour vérifier que c'est OK avec tout le monde ou pas. Et des possibilités de réparer, c'est-à-dire la chose illégale a eu lieu, comment on fait? La personne, elle peut partir de la structure. La structure peut se retourner contre la personne en l'attaquant au tribunal. Voilà. Et donc, finalement, on a listé des possibilités si vraiment il y a quelque chose qui se passait. Peut-être là encore pour revenir aux origines de l'échappée belle, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette structure finalement? Pourquoi est-ce que c'était pas plus simple pour toi de rester indépendante, designer indépendante? Est-ce que les autres d'ailleurs étaient aussi indépendants? Pourquoi avoir créé cette structure et pas avoir gardé vos statuts précédents? Alors pour mon cas, moi j'étais auto-entrepreneuse avant et j'étais de plus en plus enthousiaste à l'idée de pas continuer dans un statut que j'appellerais précaire, pas spécialement moi dans mon cas, mais parce que le fait de pas cotiser, je trouve que c'est, outre mon cas individuel, que c'est problématique de pas contribuer au modèle social. J'en profite pour poser le fait que ça arrange le gouvernement qu'on soit de plus en plus d'auto-entrepreneurs parce que on cotise de moins en moins et donc par exemple il y a des problèmes par rapport à la caisse de retraite parce qu'il n'y a pas assez de cotisation, c'est vraiment très étonnant. Donc voilà des enjeux comme ça où je me dis c'est pas cool de jouer individuel alors qu'on peut participer à un grand collectif. Et peut-être je profite d'une incise là-dessus parce que moi aussi du coup j'ai été auto-entrepreneuse jusqu'au 1er janvier de cette année. Oui. Et effectivement j'avais regardé pour les retraites, en 3 ans, j'ai cotisé 1 centime par an. Donc, ça dit quand même quelque chose de ce que ça apporte à la collectivité et à soi-même. C'est exactement ça. Et c'est une honte. Et donc ça, c'est collectivement. Ensuite, individuellement, il y a le fait que à l'époque, on n'avait pas de droit à la sécu, pas d'arrêt maladie. Et donc, du coup, moi, il y a une période où j'ai été très fatiguée, je suis tombée malade en semi-incapacité, et ça faisait quand même flipper. Pas de droit au chômage, c'est quand même un peu problématique. Voilà. Donc, tout ça d'un côté. D'un autre côté, c'était assez enthousiasmant de se dire qu'on pouvait faire des choses avec des copains. Et il y a un aspect de mutualisation, par exemple, d'organiser cette conférence ou de faire des activités à côté, c'est plus facile si on est plusieurs à abonder au pot commun que si jamais je suis moi toute seule dans mon coin. Et donc, il y a cet aspect-là qui est aussi assez enthousiasmant. Et justement, est-ce que les valeurs associatives, le cadre associatif, tu disais tout à l'heure que vous êtes à but non lucratif, ça aussi, est-ce que dans quelle manière ça a joué? Est-ce que le fait de dire que vous ne vous redistribueriez pas de dividendes, ça a été un élément de discussion? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à décider ça? C'est-à-dire finalement, si vous êtes dans une forme alors je connaissais assez peu les CEA, que tu décrivais tout à l'heure, mais en tout cas les SCOP sont des entreprises classiques qui vont se redistribuer les dividendes, mais tout le monde a une part égale dans la structure. Pourquoi avoir fait ce choix de non-redistribution, de non-lucrativité par rapport à un système justement, par exemple, de SCOP classique? Alors pour moi, ta question, elle mélange 2 points. C'est-à-dire que nous, une des choses qu'on voulait, c'était pas être une entreprise à but capitaliste. Et ensuite, effectivement, on avait le choix entre faire une asso ou faire une SCOP ou monter une SKIC, comme on en parlera tout à l'heure. Peut-être, je connais pas bien cet enjeu-là, mais une SCOP ou même une CAE. Et en fait, là, on passe sur le deuxième volet qui est ne pas se faire chier. Et donc, très clairement, on a monté une asso en se disant, peut-être ça passera pas au niveau de la préfecture ou peut-être ça passera pas au niveau des administrations. Et si ça passe pas parce que nos statuts sont considérés comme étant trop flous ou ne montrant pas la subordination qui nous permettait d'être salariés, on serait passé en SCOP. Mais la SCOP, ça a l'air vraiment plus relou à monter. Et donc, du coup, tandis que vraiment, l'asso, c'est un dépôt en préfecture et c'est réglé. Et donc, on voulait vraiment économiser de l'énergie parce qu'on voyait aucune plus-value à être en SCOP. Parce que nous,
avoir nos salaires, ça nous suffit largement. Et puis, on n'a pas besoin de se reverser des dividendes ou des bénéfices. Cela dit, en vrai, en ce moment, souvent, il y a des primes Macron qui sont possibles de verser en décembre. Et donc, on peut se verser déjà des grosses sommes d'argent en plus d'avoir un gros salaire. Enfin, on n'avait pas besoin de magouiller spécialement pour faire un autre montage, quoi. Ça nous intéressait pas. Peut-être là, dans ce que tu dis, j'aurais peut-être besoin d'une petite précision. Vous êtes salarié ou vous êtes salarié dirigeant ? On est salarié. En fait, on est salarié. En faisant partie de la gouvernance. Oui, on est membre de l'association parce que ça existe dans les SCOP, pour moi, salarié dirigeant, et dans les CAE, c'est entrepreneur salarié, mais en association, on est juste salarié, et c'est le fait d'être membre qui nous donne les droits de gouvernance sur la structure. Alors c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde souvent dans l'épisode où on entend des sons de cloche qui sont parfois un peu différents et on a l'impression que ça dépend aussi beaucoup soit de l'interprétation que nous-mêmes, membres d'associations, pouvons en avoir ou que le membre, le fisc sur lequel on tombe peut en avoir. Mais effectivement, ouais, c'est un sujet qui est pas mal discuté, cette question. Ouais, et peut-être du coup, on demandera, ce sera la première question qu'on posera à Mathieu quand il arrivera. Ok, non, parce que juste, du coup, moi, dans ce que j'avais compris, c'est que c'était effectivement pas possible d'être salarié classique et membre de la gouvernance. Mais bon, du coup, à vérifier, parce qu'il me semble qu'il y a du coup des contraintes de salaire qui sont liées. Et par exemple, tu peux pas avoir plus de 3/4 du SMIC ou des choses comme ça. Enfin bon, bref. Donc, du en coup, tout cas, si tu veux être d'intérêt général. Ah oui, si tu veux être d'intérêt général. Ouais, c'est en fait, il y a plein de couches en plus. Ouais, de strates. Attendons Mathieu pour préciser, mais du coup, vous avez juste un statut de salarié. Et du coup, la question qui me venait derrière, surtout qu'en plus, là, tu venais de parler peut-être d'une situation, notamment de gestion de charge de travail qui a été un peu compliquée pour toi quand tu étais indé. Est-ce que vous avez essayé de mettre en place des formes de comités RH ou en tout cas de discussions sur les questions de charge de travail ou pas du tout? Alors non, parce qu'on n'est pas aussi procédurier, je pense, pour formaliser les choses. Le fait étant qu'on essaye de se voir toutes les semaines et qu'on passe beaucoup de temps à se demander comment ça va. Et on est très attentif à comment vont les uns et les autres. Et donc je pense qu'on a une forme de régulation de cette façon-là qui est pas du tout actée, mais en fait qui est souvent moi quand quand je suis sous l'eau, je le dis, et souvent même quand ça va, il y a des copains qui me disent mais est-ce que ça va Maïtane, parce que tu as l'air vraiment très très occupée ou très très soucieuse, et puis des fois je raconte, et puis des fois en fait ça va, ils se sont inquiétés pour rien, et c'est ok. J'en profite pour préciser quelque chose sur la gouvernance de tout à l'heure quand même, c'est que la façon dont c'est écrit administrativement, c'est que chaque salarié est soumis à l'ensemble au collectif des membres de l'association, sauf lui. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis subordonnée au collectif de l'association, composé de tous les membres sauf moi. Voilà. Dans les faits, ça se passe très bien parce qu'on discute tous ensemble et il n'y a pas besoin de mettre quelqu'un de côté. Le fait étant que s'il y avait un souci à un moment, administrativement, les autres membres sont autorisés à prendre une décision, par exemple de virer une personne sans son consentement. D'accord. Eh bien, on vient de récupérer Mathieu, donc Mathieu de Finacop qui nous a rejoint donc là en cours d'émission. Donc Mathieu, peut-être pour te remettre juste dans la boucle, donc on reçoit aujourd'hui Maïtane qui donc est dans une structure un peu particulière, l'Échappée Belle, qui est associative, enfin qui est une asso, mais qui a été vraiment créée. Alors, j'allais dire à but lucratif, mais non, Maïtane, tu nous as bien dit non, mais en vue d'avoir des activités commerciales, mais de rester à but non lucratif. Et voilà, donc du coup, elle était en train de nous expliquer un peu comment ça fonctionnait. Et on avait quand même une question, donc je saute sur l'occasion que tu sois tout de suite là avant de passer à la question d'expert et avant de continuer la discussion avec Maïtane. Parce que donc Maïtane, et tu dis si je me suis trompée ou si je retraduis mal ce que tu nous as dit, mais donc que vous étiez 3 membres salariés, 6 membres de l'asso, que du coup ces 9 personnes constituent la gouvernance de l'asso et prennent des décisions de manière collégiale, mais que du coup les 3 salariés ne sont pas des salariés dirigeants, mais sont des salariés tout court. Et donc on se demandait, premièrement, est-ce que c'était possible d'être du coup
avoir un statut de dirigeant en étant salarié, mais pas en étant salarié dirigeant? Alors, dans les associations, il y a un principe qui est la gestion des intéressés. Donc, on est censé, en tant que dirigeant, donc dirigeant, ça veut dire mandataire social, donc mandaté par l'Assemblée générale pour représenter l'association, ne pas être rémunéré. Voilà. À cela, il y a 2 exceptions. Il y a la tolérance fiscale des 3/4 du SMIC maximum par dirigeant. Et il y a une autre tolérance quand on a plus de 200 000 euros de recettes issues de l'intérêt général, ressources privées. On peut rémunérer un dirigeant entre 200 000 et 500 000, 2 dirigeants, etc. Hors de ces exceptions, le principe est, voilà, le dirigeant, l'entrepreneur, entre guillemets aussi, le fondateur parfois et souvent, ne peut pas être rémunéré. Donc ça, c'est la valeur essentielle et en même temps la limite du modèle associatif qui parfois ne rémunère pas toujours le côté entrepreneurial. Donc à cela, il y a aussi, il faut savoir, des possibilités. Donc on peut être salarié. Alors pour éviter la confusion, on parle souvent d'être délégué général plutôt que directeur général, parce que quand on dit directeur général d'une association, on a l'impression que c'est dirigeant. En fait, non. Dirigeant, c'est celui qui est souvent au CA ou dans un bureau. Donc, pour éviter cette confusion et d'être accusé de dirigeance de fait, on emploie plutôt le terme délégué. Il y a aussi des possibilités méconnues pour les salariés d'être associés. Alors déjà, un salarié peut être membre d'une association. Ça, c'est le premier niveau. Légalement, on ne peut pas avoir plus de la moitié des membres d'une asso qui soient salariés. Donc, c'est la règle 50. Après, il y a la règle 25. Donc, on ne peut pas avoir plus de 1/4 des membres de conseil d'administration qui soient salariés. Mais on peut avoir sur 4 membres une personne. Ça, c'est très méconnu dans les associations. Si on est 8, on peut avoir 2 salariés, par exemple, maximum. Et il y a la règle 0, donc 50-25-0. On ne peut pas avoir de membres du bureau qui soient salariés, au risque de remettre en cause la non-lucrativité de l'association. Mais alors, c'est la non-lucrativité ou c'est l'intérêt général? Alors, les deux se rejoignent, parce que l'intérêt général reprend les mêmes critères que la non-lucrativité. Et en plus, en ajoute un, c'est qu'il faut avoir une activité qui est éligible dans une liste d'activités. Donc, en général, 9 fois sur 10, une structure qui est non lucrative et d'intérêt général. Celles qui sont exclues, on en a parlé dans des podcasts précédents, c'est notamment quand on a du plaidoyer. Alors, on peut avoir du plaidoyer à titre accessoire, mais il ne faut pas que ce soit majoritaire, non accessoire en tout cas, ou des activités autour de l'aide aux entreprises, par exemple. Donc, on évite les mots entreprise, économie. On va plus chercher les mots comme l'aide à l'emploi. On va plutôt aider des particuliers que des entreprises. Et justement, dans des précédents épisodes, tu nous avais dit qu'il y avait une lucrativité au sens fiscal et une lucrativité, alors je ne sais plus quel était l'autre sens. Au sens juridique. Ouais. Et est-ce que justement, là, dans la discussion qu'on a, on n'a pas un peu une confusion entre les deux? C'est-à-dire que quand Maïtane dit qu'ils sont non lucratifs, c'est qu'ils ne reversent pas les dividendes, ils ne versent pas de dividendes, et pas tellement le fait qu'ils ne soient pas fiscalisés comme une entreprise. Parce qu'ils ont une fiscalité, enfin c'est ça, hein, Maïtane, vous avez une fiscalité d'entreprise classique. Oui, c'est exactement ça, oui, tout à fait. Donc on n'est pas d'intérêt général et on est déclaré, on fonctionne tout à fait comme une entreprise en fait. Ok. Alors oui, pour revenir sur la distinction entre non-lucrativité au sens juridique, non-lucrativité au sens fiscal, simplement toute association, qu'elle soit fiscalisée ou non, ne peut pas avoir comme objectif de distribuer des bénéfices à ses membres. Donc ça, c'est distribution du résultat, de l'actif. En cas de dissolution, on ne peut pas donner à un des membres de l'association, même s'il est lui-même d'intérêt général. Voilà, pas de réserve possible distribuable. Pour autant, après, on peut avoir des activités lucratives, donc c'est là où on tombe dans le côté fiscal, qui peuvent être soit accessoires, soit même non accessoires, et auquel cas on paye des impôts commerciaux. Des fois, ça choque un peu les impôts, mais on peut tout à fait fonctionner de la sorte et s'acquitter des impôts commerciaux comme toute entreprise. Ce qui est notre cas. C'est ça. Et tu disais aussi, Maïtane, que vous, justement, cette question-là de salarié, donc vous n'êtes pas salarié dirigeant, mais vous êtes bien salarié classique. Et c'est ce qui vous permet d'ailleurs de donner des salaires là, qui sont largement supérieurs aux 3/4 du SMIC, hein, vu les montants que tu nous as donnés tout à l'heure. Et que ça, vous aviez vérifié auprès de Pôle emploi, c'est ça ?
Oui, alors ma supposition, mais effectivement, j'ai pas tous les termes juridiques, c'est que on est rémunéré pour les tâches qu'on réalise et pas pour le fait d'être dirigeant. Et c'est ça peut-être qui pose une grosse différence, c'est que on n'a aucune rémunération par le fait d'avoir des pouvoirs de décision dans l'association, mais par les tâches techniques qu'on réalise. Et donc moi, je suis designer, et c'est parce que je suis designer que j'ai une rémunération. Parce que justement, on sentait on tirait comment dire, l'élastique pour voir jusqu'où on pouvait aller. On avait quand même un risque, c'est-à-dire qu'on s'est dit que les impôts et l'URSSAF, a priori, tant on payait les cotisations et on payait nos impôts, ils n'allaient pas forcément regarder de très près, mais qu'un organisme comme Pôle emploi, le jour où on demandait du chômage, pouvait être plus tatillon parce que là, il nous versait de l'argent. Et donc, on a fait ce qu'on appelle un rescrit, donc c'est-à-dire on a écrit à Pôle emploi un dossier où il demande plein de pièces justificatives disant c'est quoi votre organigramme, comment vous vous organisez, remplissez-moi ce formulaire pour me dire qu'est-ce que vous avez comme droit, comme devoir, est-ce que vous avez accès au compte en banque, etc. Et en réponse, Pôle emploi nous dit oui, on estime que vous êtes bien salarié subordonné, ou non, vous vous moquez un peu de nous, vous n'êtes pas du tout subordonné, donc vous n'aurez pas le droit au chômage. Et en fait, ça a pas posé de problème à Pôle emploi. Ils nous ont dit oui, vous êtes bien salarié subordonné, c'est OK pour nous. Ouais, du coup, ce que j'ai présenté avant n'était pas forcément applicable à l'asso, parce que là, on est dans une asso fiscalisée. Mais c'est important de préciser que ce qui vaut pour le côté gestion des intéressés, ça vaut aussi sur l'aspect statut social des salariés. Notamment, c'est le lien de subordination qu'il va falloir justifier, défendre. Donc, si on veut bénéficier de Pôle emploi, demain, voilà, en tant que salarié, ce que je ne vous souhaite pas, j'espère que ça durera le plus longtemps possible, mais vaut mieux se prémunir. On peut en amont demander en effet un rescrit, alors non pas fiscal, mais social, voilà, à Pôle emploi, et s'assurer qu'on a bien la subordination par le fait d'être, souvent on appelle délégué général, d'avoir une fiche de poste bien précise, un contrat de travail bien précis, des mandats, le cas échéant, si on a des délégations qui soient limitées dans le temps. Et on s'assure d'une chaîne de formalisme juridique et pareil, de reporting des salariés auprès des instances dirigeants pour s'assurer qu'il y ait un lien de subordination qui soit effectif. Parce qu'après, il va falloir le prouver. Si Pôle emploi, si jamais ils disent « Ah non, en fait, je ne suis pas d'accord, envoyez-moi des éléments de preuve », là, il faudra sortir les rapports qu'on envoie au CA. Quand est-ce qu'on a posé des congés payés, on a demandé à poser des congés payés, des choses comme ça. Ouais. Alors, moi, je peux juste dire que dans le rescrit, on a envoyé les statuts actuels de l'échappée belle et les quelques précisions qu'on a donné, c'est par exemple, on a dit qu'on avait une réunion hebdomadaire où le salarié informait le reste du collectif de ce qu'il faisait. Et donc, t'as raté le début, Mathieu, où je disais qu'on essayait de se faire chier le moins possible, mais j'avoue que dans notre dossier du rescrit Pôle emploi, on a commencé avec une version très light en se disant, si jamais c'est pas suffisant, on changera les statuts de l'association pour resserrer la vis. Mais du premier coup, Pôle emploi a été tolérant. Cela dit, le rescrit dit bien que c'est pas parce qu'ils nous disent ok c'est bon ce fois-ci que si jamais un jour on se présente à Pôle emploi, ils se réservent le droit de changer d'avis. Donc du coup on n'est pas complètement protégé. Hein. Ouais, faut le prendre comme un avis parce que la valeur juridique des rescrits est très très faible. Donc quand vous demanderez le jour à bénéficier du chômage, là ce sera un autre topo quoi. Alors c'est vrai, mais pour le coup, ça a été le cas. Il y a l'un de nous qui a pointé au chômage et en fait, Pôle emploi demande si on avait un contrat en CDI et si oui, en fait, comme on rentre pas dans leur case, la case dans laquelle on rentre le mieux, c'est on était salarié en CDI vu qu'on n'était pas salarié dirigeant et donc il y a peu de questions de leur côté. Ok. Pour l'instant. Pour revenir un peu à ce qu'on disait avant que Mathieu t'arrive, ce qui est aussi intéressant, je trouve, dans le modèle que tu présentes, Maïtane, donc voilà, tu disais que pour le moment, dans la manière déjà dont vous êtes rémunéré, dont vous pensez l'activité de chaque salarié, en gros, c'était un peu chaque salarié qui était son propre porteur d'affaires. En fait, ça marche un peu comme une CAE, c'est ce qu'on disait, là, je le redis aussi pour Mathieu et te remettre un peu dans la boucle sur le fonctionnement général de l'asso. Et que du coup, pour le moment, sur la question de la régulation de la charge de travail ou des comités RH, c'est pas quelque chose que vous mettez en place, même s'il y a, comme tu dis, quand même des espèces de points plus ou moins formels une fois par semaine qui permet quand même de veiller, de prendre soin aux différents membres du collectif et de l'asso.
Mais j'ai aussi l'impression, du coup, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez envisagé ou pas, mais que ce modèle-là, finalement, vous soyez quand même salarié d'une asso, permet dans l'absolu, si quelqu'un demain ramène, je ne sais pas, une énorme mission ou plein de missions en même temps et qui ne peut pas assumer la charge de travail, en fait, un glissement de charge et que d'autres personnes de l'association puissent tout simplement faire cette charge de travail, puisque du coup, tu as bien cette mission-là au nom de l'association et pas en ton nom propre, même si dans la manière dont vous vous organisez, aujourd'hui, c'est un peu siloté par personne. Donc, je veux savoir si c'était déjà quelque chose auquel vous avez pensé. Et sinon, l'autre possibilité que j'entrevois, c'était aussi que tout simplement, vous pouvez vous mutualiser ensemble pour répondre à un appel à projet plus gros. Enfin, voilà, du coup, c'était juste pour ça, c'est des choses que vous avez discutées entre vous et que vous ouvrez ou pas encore. Alors nous, on adorerait pouvoir travailler ensemble et on le fait sur quelques bouts de projet, mais c'est pas encore le cas vraiment. Et c'est quelque chose qu'on a plus de mal à faire que de se dire j'ai telle grosse charge, est-ce que tu veux bien en récupérer une partie? Et j'imagine que c'est lié à notre fonctionnement précédent, c'est-à-dire qu'avant on était freelance, et donc du coup, moi j'avoue que quand j'arrive sur un projet en étant freelance, c'est moi Maïtane qui arrive, c'est pas mon agence l'Échappée Belle, et donc j'imagine que ça biaise le fait que je me dis pas spontanément, je pourrais refiler la charge de travail à quelqu'un d'autre. Cela dit, effectivement, c'est quelque chose qui arrive super souvent dans le monde des indépendants, c'est-à-dire tu commences à galérer avec ton projet, tu dis je peux me faire aider par telle autre personne que je connais, est-ce que vous voulez bien? Et du coup ça glisse. Mais pour le moment, c'est pas assez arrivé, en tout cas moi j'aimerais bien que ça arrive beaucoup plus souvent. Super. Et peut-être autre question qu'on avait et qui nous a notamment été soufflée par Guillaume, qui est bien présent, même s'il est de l'autre côté des micros, pour savoir, est-ce que du coup, quelle souplesse vous avez sur vos salaires là, une fois que vous les avez décidés? Est-ce que c'est facile pour vous de les réduire en temps peut-être de crise, si à un moment il y a moins d'argent ou moins d'affaires qui rentrent? Et peut-être comment vous anticipez les hauts et les bas des rentrées, qu'on sait quand même quand on est indépendant, c'est pas toujours simple à anticiper. Oui, alors c'est un enjeu hyper intéressant parce que la loi ne prévoit pas que les salariés et que les personnes qui décident des salaires soient dans le même camp. Et donc, elle met en place tout un tas de mécanismes pour qu'il y ait un rapport de force qui se mette en place. Mais si jamais les deux sont du même côté, tout de suite, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus faciles. Donc, il est très facile d'augmenter les salaires. Évidemment, ça pose pas de problème. Il est beaucoup plus facile de les descendre, bien sûr, parce que dans une entreprise, on n'a pas d'intérêt à ce que le patron il puisse claquer des doigts et faire descendre le salaire. Donc c'est plus difficile, tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui, pardon. Oui, c'est beaucoup plus difficile. Nous, la façon dont on s'est dit qu'on procéderait ponctuellement, c'est de poser des jours de congé sans solde. Ça permet de, si on a un mois difficile, de dire en fait ce mois-ci on n'a pas beaucoup travaillé et donc du coup avoir le salaire qui est ponctionné d'autant. Sinon, si jamais la structure est en difficulté et facture moins, voire beaucoup moins, on peut demander à l'État de l'aide avec du chômage partiel par exemple, parce qu'on a une baisse d'activité économique et donc tous les mécanismes qui sont mis en place pour aider les entreprises, nous on peut lever la main en disant à l'État bonjour, là on est en galère, donc est-ce qu'on peut avoir un coup de main? Et une dernière chose qu'on a déjà fait du coup, comme je vous l'ai dit, c'est il y a l'un de nous qui avait moins de projets et qui était OK avec le fait de ne plus être salarié de l'association, et donc on l'a licencié économiquement parce qu'on avait une baisse de l'activité économique, et donc il avait le droit au chômage. Et donc pour l'instant il est au chômage, mais il est toujours membre de l'association mais pas salarié, et le jour où il fait rentrer assez d'argent, il peut juste se resalarier. Et donc voilà, on a une grande souplesse. Après tout est en fonction de l'aisance que les personnes ont avec l'argent, le fait de manquer d'argent, le fait d'être au chômage. Il y en a qui peuvent être à l'aise avec ça, d'autres qui peuvent être vraiment très mal à l'aise. Le fait de ne pas se payer, par exemple, moi j'ai choisi le salaire le plus petit possible en me disant comme ça j'ai un salaire plus longtemps. Il y en a d'autres qui auraient une stratégie d'avoir un gros salaire et puis le jour où ils peuvent plus se payer le salaire, de partir au chômage, et du coup le calcul du chômage est pas le même que moi avec mon tout petit salaire, où ça serait moins rigolo si j'étais au chômage. Et peut-être du coup, question qui était un peu liée, c'est du coup comment vous gérez la compta en interne? Vous avez une compta générale où du coup vous partagez aussi, vous êtes assez transparent entre vous sur tous vos frais, les coûts, les entrées, ou est-ce que vous avez
une compta par membre. Enfin, comment vous gérez cet aspect-là? Oui, alors très concrètement, on a un seul compte en banque et régulièrement, on fait un export tableur du compte en banque, on le met sur un tableur et on se divise les lignes en disant bah ça c'est une facture de Maïtane, ça c'est une facture de Fanny et parfois on sous-divise les lignes. Par exemple, quand on a une seule ligne liée aux cotisations URSSAF, ben on sous-divise selon ce que chacun a versé comme cotisation. Et il y a des lignes qu'on ne divise pas. Le comptable, ça va dans le pot commun, par exemple. Et tu nous disais que vous aviez sous le coude un projet de logiciel comptable. Oui, alors Pour être totalement autonome sur cette question. Exactement, vu qu'on essaye d'avoir un maximum d'autonomie et que très concrètement, je pense on rend un peu chèvre les comptables avec notre système complètement particulier. Et aussi parce qu'on a une personne dans la structure qui s'est découvert une passion pour la comptabilité, on va essayer de réaliser un logiciel libre qui va réaliser les bilans comptables. Donc on va voir si on va y arriver, mais on est complètement lancé dedans. Ça s'appellera Comptanar, avec un R à la fin. Ça fait rire Mathieu. Tu lui donnes mon contact, Maïtane. Génial. Et j'allais dire, tu nous diras, tu nous feras signe quand ça sortira. Nous aussi, on va l'essayer. Oui. Oui. Oui, c'est un sujet super précis. Alors oui, pour être tout à l'heure, Yael, je t'ai pas reprise dans la foulée, mais on est 6 membres en tout, dont 3 salariés. Donc on n'est pas 9 pour l'instant, on n'est que 6. Et on a tous un peu en tête que en fait une taille max de structure, c'est une dizaine, quoi. Ce qu'on souhaite vraiment très très fort, c'est d'essaimer. Et donc, ce que moi j'imagine, c'est qu'en fait, si jamais il y a vraiment beaucoup de gens avec qui on a envie de faire l'échappée belle, ben on fera 2 échappées belles et ça sera OK. Et on a documenté beaucoup le fonctionnement de l'asso pour que un max de gens puissent faire la même chose si jamais ça leur donnait envie. Et donc, si vous allez sur onselève-et-on-se-casse.fr, il y a de la documentation pour faire la même chose que l'échappée belle ou pour découvrir les CAE qui sont un autre modèle qui est tout aussi chouette si jamais vous n'avez pas envie de vous faire chier à monter votre propre structure. Et est-ce que tu peux peut-être nous présenter On se lève et on se casse, parce que je crois qu'on en a pas parlé depuis le début de l'épisode. C'est quoi ce site? Et j'aime bien le nom. Et c'est un site justement pour on a dit travail sans capital ou travail sans subordination, donc c'est les deux modes qui nous semblent, donc c'est avec Thomas Parisot, on a fait une conférence puis ce site qui liste, Thomas il est en CAE, il explique en quoi c'est chouette, moi je suis en association que j'ai montée moi-même, j'explique en quoi c'est chouette, j'explique les limites, j'explique comment faire, et puis on a aussi listé tous les freins. Donc on a dit comment on fait pour trouver des clients, comment on fait par rapport à l'argent, comment on fait si jamais je me sens pas prêt. On a essayé de lister un maximum de choses pour que les gens ils puissent faire un topo de leur situation. Ils se disent bon, j'ai envie de changer mon rapport au travail parce que je suis malheureux. Comment est-ce que je fais? Par quoi est-ce que je peux commencer? Et j'ai espoir que le site documente suffisamment de choses pour que les personnes elles puissent se dire faire un espèce de bilan de leur situation et se dire ok, le chemin il est par là et la prochaine chose que j'ai à faire c'est cette étape là, par exemple lister c'est quoi l'argent dont j'ai besoin et comment je peux facturer des projets, par exemple. Trop bien. On passe à la question d'expert? Allez. Aujourd'hui, pour la question d'expert, on reçoit à nouveau Mathieu Castin de la coopérative d'expertise comptable et de conseil Finacop. Salut Mathieu. Salut. Et aujourd'hui, comme on recevait Maïtane et qu'on parlait de ces structures associatives qui reproduisent des modèles d'entreprise, une des questions qu'on a évidemment posées à Maïtane, c'était pourquoi ne pas être parti sur un modèle de SCOP ou un modèle de SKIC. Et la réponse de Maïtane, c'était parce que finalement, c'était un peu compliqué. En tout cas, une partie de la réponse. Et donc, la question qu'on voulait te poser, notamment, c'est quoi ces modèles précisément de SCOP et de SKIC? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'une SCOP, ce que c'est qu'une SKIC, en quoi c'est différent et finalement, en quoi c'est différent aussi d'une entreprise classique? Et d'une asso.
Ouais, alors on a coutume de dire que la coopérative est un peu la troisième voie entre l'association et tous les autres organismes sans but lucratif, type fondation, fonds de dotation, où là on parle de non-lucrativité, et les grands méchantes, si je caricature, sociétés de type SAS, SARL, non j'ai rien contre elles, mais dans le droit en tout cas, Un peu quand même. l'objet même de ces structures est de distribuer le bénéfice à ses membres. Donc il y a une finalité lucrative, même pour les particuliers qui sont actionnaires de ces structures. Même si ça a été atténué par des lois récentes sur l'ESS, sur les sociétés à mission, où on peut mettre d'autres choses que la recherche du lucre. Et les coopératives, historiquement, se sont construites un peu au milieu. Alors après, il y a plein de formes coopératives différentes, mais si on prend les plus connues, la SCOP, qui historiquement était les coopératives ouvrières, qui maintenant sont les coopératives de salariés, ou la plus récente SCIC, coopérative d'intérêt collectif, où là, on est vraiment... on sent qu'on est plus proche encore des associations, parce qu'elles visaient à précisément ne pas faire fi, en tout cas, des inconvénients de l'association, notamment sur la capacité à structurer une gouvernance par catégorie d'associés, par collège, là où l'association est très, très libérale, il suffit d'avoir un représentant légal, ou encore la capacité à se structurer financièrement. Parce qu'un des défauts de l'association, c'est aussi quand on a envie de lever de l'argent sous forme d'investissement, d'aller voir des investisseurs, des banquiers, etc. Donc, si on est dans une posture à se développer sur du long terme, parfois on peut être freiné. Et aussi en termes d'image, le côté associatif, parfois ne rassure pas les partenaires. Donc, pour toutes ces raisons, on avait créé la SIC, alors qu'il y a les attributs aussi positifs de l'association. Par exemple, c'est la seule société dans le droit français qui peut avoir du bénévolat. C'est la seule société qui n'est pas de droit public, donc qui est de droit privé, qui peut avoir des collectivités publiques au capital. Et quand on dit lucrativité limitée, on est bien dans la limitation du coup des bénéfices qu'on peut redistribuer aux membres, des excédents. On parle d'excédents. Donc on voit qu'on est un peu entre deux. C'est pour ça que d'ailleurs les SIC sont pas mal en vogue aussi, y compris... Alors, des associations qui ont à cœur soit de se transformer en SCIC parce qu'elles n'ont aucun enjeu à rester en association, ça on pourra rentrer dans le détail, ou des associations qui veulent éviter le schisme avec l'ASSO d'un côté et la SAS qu'elles détiendraient souvent exclusivement de l'autre pour gérer les activités lucratives, qui là, on retombe directement dans le côté très lucratif, a priori. Donc on a envie de garder aussi les valeurs... Donc, dès lors qu'on hybride, on parle d'hybridation des modèles. Et justement, donc SCOP et SIC, je ne sais pas trop comment on doit le prononcer, sont deux formes de coopératives. Ouais. Et donc, ce que tu dis, c'est la SCIC est plus proche du modèle associatif au sens où il peut y avoir des bénévoles. Est-ce que c'est la seule différence Par exemple, fondamentale ? Ouais. Alors, dans l'objet social aussi, qui là, ça rappelle la philosophie de la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, SIC ou SCIC. Chacun en a des adeptes des deux côtés. On a un objet qui est d'agir dans l'intérêt collectif. Donc, l'intérêt, c'est l'intérêt d'au moins 3 catégories de sociétaires, d'associés. C'est pas que la somme des 3, mais c'est aussi la capacité à définir un intérêt commun. Et il faut qu'il y ait un caractère d'utilité sociale. Donc là, on voit bien qu'on a quand même... On est orienté vers, entre guillemets, un objet vertueux. Là où les coopératives, historiquement, c'était aussi une des limites des modèles coopératifs, étaient tournées uniquement dans la satisfaction, vers la satisfaction des besoins de ses membres. Donc, si on est une SCOP, ça va être les salariés. Si on est une coopérative de consommateurs, ça va être les consommateurs, les coop agricoles, pareil. Et ce qui peut créer un risque un peu d'entre-soi aussi, parce que souvent, c'est une catégorie de membres, finalement. Et on oublie un des piliers du monde coopératif, qui est agir aussi dans l'intérêt de la communauté et de ses parties prenantes. Donc, c'est là où la SIC a apporté cet enrichissement. Et je pensais aussi, mais visiblement, c'est pas ce que tu sembles dire, que dans la SIC, tu n'étais pas obligé d'avoir genre une collectivité territoriale ou quelque chose comme ça. On n'est pas obligé, il n'y a ou que l'État, un quart des SIC qui ont des collectivités. C'est une des idées reçues. Avec une autre idée reçue qui est c'est compliqué. J'avais les deux. Ça peut être une réponse à apporter aussi à Maïtane. Moi, j'ai coutume de dire qu'il faut désacraliser les coopératives, que tu peux créer une SCOP avec 2 associés
et une SIC avec 3 associés. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 collèges, 10 catégories, des collectivités, etc. Et si tu as envie progressivement d'élargir ta base de sociétariat, ta communauté, tu le fais à hauteur de tes moyens et de tes envies. Et quand tout à l'heure, là, tu as parlé un moment des limites des associations. Tu peux revenir un peu dessus, genre sur le fait que voilà, parfois, c'était aussi bien d'anticiper cette transition. Ouais, alors la limite de l'association, il peut y avoir le côté gestion désintéressée, le fait de pas ou peu rétribuer les dirigeants. Alors soit on assume d'être fiscalisé, auquel cas on peut rémunérer les dirigeants, mais par contre ça nous prive de l'intérêt général, donc ça fait perdre quand même beaucoup d'avantages. À la fois on paye des impôts et en même temps on ne peut pas faire défiscaliser ses donateurs. Donc si on est une asso dont le modèle économique ne repose pas sur moins d'impôts et puis le don et le mécénat, j'ai envie de dire, autant questionner, se questionner, soit rester en tant qu'asso en se disant on est très bien comme ça, on paye des impôts et c'est simple comme ça, soit se dire si on a envie aussi peut-être à un moment de se donner les moyens de changer d'échelle plus facilement, de pouvoir lever des fonds plus facilement, d'avoir des parties prenantes, si demain on répond à des appels d'offres, le caractère entrepreneurial qui peut être plus apprécié si on a une société. Autant créer une SCIC. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'assos qui se transforment en SCIC, voire des assos qui, dès le début, savent qu'elles vont se transformer à terme. Donc, on parle d'assos de préfiguration. Par exemple, un tiers-lieu qui, au début, veut se créer très simplement et payer 45 € la création de son association parce que c'est plus simple au début et qu'elle n'a pas envie de rendre des comptes au greffe ou maintenant au guichet unique et un expert comptable, etc. Elle peut faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans son coin ses affaires, et puis le jour où là, il y a besoin de rendre un peu plus de comptes, etc., elle peut totalement se transformer en SIC, au besoin de lever des fonds. Ouais, c'est des modèles qui sont hyper intéressants. C'est vrai que nous, dans ma propre association Designer Éthique, on a regardé ces questions-là. On s'est interrogé sur est-ce qu'il fallait qu'on devienne justement une SKIC parce qu'on avait une activité économique qui en fait était qui est prégnante, qui représente la majeure partie de nos budgets et que effectivement c'était pas, les logiques de dons étaient assez peu présentes. Et finalement, aujourd'hui, alors je dirais pas qu'on a un fonctionnement nous qui est similaire à celui de l'échappée belle de Maïtane, parce qu'on n'est pas un regroupement d'indépendants. Mais en tout cas, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur justement ce type de structure telle que l'ont créé Maïtane et ses camarades. Est-ce que soit c'est quelque chose que tu as déjà vu avant Maïtane? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu accompagner à Finacop? C'est quoi ton avis sur ce genre de structure? Ouais, alors on a un peu tous les modèles sur des modèles qui font appel à un peu l'esprit des indépendants qui se regroupent pour mutualiser leurs forces. On a le modèle qui a été abordé des CAE, coopératives d'activité et d'emploi, qui est un peu le contre-modèle des auto-entrepreneurs, où là tu as un statut d'entrepreneur salarié et maintenant obligatoirement associé au bout de 3 ans. Tu as la triple qualité. Ce qui est une révolution dans le droit social parce que tu n'as plus besoin de justifier du lien de subordination pour être salarié au sens plein du terme. Donc ça, c'était la révolution de la loi 2014. Tu as aussi des modèles, on a aussi des SARL qui font ça en société finalement classique, qui mutualisent. Donc en général, tu as une compta générale et une compta analytique par entrepreneur. Et donc on suit le résultat de chaque entrepreneur comme dans les CAE. Et on rémunère les salariés entrepreneurs à hauteur du chiffre d'affaires qui ramène. Et le modèle associatif, comme l'échappée belle, je ne l'avais jamais rencontré, mais pour moi, il est totalement possible. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même, Maïtane. Est-ce que tu voulais intervenir? Oui, du coup, peut-être pour préciser, parce que après, tout ce que tu as dit, Mathieu, sur la gestion de salariés dirigeants, je voulais vérifier avec toi que, en fait, tout ce que tu as dit, c'est dans le cas où on est d'intérêt général et pas fiscalisé. Et donc, du coup, c'est pas la même chose, parce que nous, effectivement, on est une asso fiscalisée et qui est pas d'intérêt général, il n'y a pas de crédit d'impôt si on nous fait des dons, ce serait quand même trop facile. Et dans ces cas-là, c'est assez différent? Tout à fait, ouais. Tu peux, en tant qu'asso fiscalisé, rémunérer tes salariés et dirigeants sans limite. Ça roule, merci.
Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Donc, merci Mathieu, merci Maïtane de nous avoir fait découvrir ce modèle. Décidément, en ce moment, on est dans l'exploration des modèles limites de l'association entre l'épicerie autogérée la forme là, association entreprise. Donc, merci de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à toutes nos questions pour cet épisode de Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos. Et merci à vous surtout de nous avoir écoutés aussi. On espère que cet épisode vous aura été utile et que vous avez pris plaisir à l'écouter. Et franchement, c'est vraiment, si cette discussion a fait écho soit à des situations que vous connaissez ou que vous êtes en train d'explorer, vraiment, n'hésitez pas à nous les dire parce que c'est vraiment chouette de découvrir de nouveaux modèles. Et comme on l'a dit et comme on le redit à chaque épisode, quand même, un avantage de l'association, c'est que c'est très souple. Et donc, donc explorer aussi cette souplesse, je pense que c'est un des avantages, pas des avantages, mais en tout cas des choses chouettes qu'on peut faire dans ce podcast. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à hello@questions au pluriel-asso.com. Et de toute façon, vous aurez bien sûr tout dans la description de l'épisode. Et pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Et vous pouvez également vous abonner à notre newsletter. Voilà, vous retrouvez toutes les informations, les liens et les ressources de cet épisode sur le site web directement et dans la description de l'épisode. Et l'enregistrement aujourd'hui a été réalisé avec le soutien de la Maïf. Alors pas l'enregistrement, mais l'épisode, la programmation, mais bref, l'enregistrement un petit peu aussi, la métropole de Lyon. Et aujourd'hui, c'était Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation. Et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sound of Nowhere. Merci et à très vite. Questions d'Asso, Le podcast par et pour les assos.